on a ratissé large, on a parlé de la médecine du futur, on a parlé de notre pouvoir à tous, de notre responsabilité, parce que finalement, le médecin, il soigne, mais c'est le patient qui guérit. On a été de la matière jusqu'à l'esprit. Je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de questions en attente. Moi, j'ai peut-être une question que je voudrais vous poser à vous, parce que je sais que vous avez été l'assistant ou le compagnon du professeur Montagnier qui, moi, m'a beaucoup inspiré par rapport à la réflexion sur la médecine intégrative qui, je pense, est la médecine du futur. Et lui disait, la médecine du futur sera la médecine des ondes, des fréquences et de l'information. Et on sait que les pensées, nos émotions, c'est des fréquences, c'est de l'information, et que le vrai cerveau n'est pas la masse cérébrale, mais probablement le muscle cardiaque. Alors, je voulais vous poser la question de, éventuellement, ensemencer nos consciences par rapport à cette médecine du futur. Ça, c'est une sacrée question. Que répondre? D'abord, les compagnons de Montagnier, on a une tâche qui est très très lourde. C'est d'essayer, je dis bien d'essayer, de faire vivre son œuvre, de continuer dans sa voie. C'est pour ça qu'on a relancé la Fondation Luc Montagnier. Et c'est vrai que, bon, vous avez, je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu ce que j'ai dit quand Luc Montagnier est décédé. Si vous ne l'avez pas entendu, vous irez voir sur François. Montagnier était un personnage extraordinaire dans le sens profond du terme, qui était d'une intelligence hors norme jusqu'à la fin de ses jours, pour le plus grand malheur des scribouillards qui l'ont sali. Et ce monsieur qu'on a présenté comme un anti-vax, comme tout ce que vous voulez, qu'on a insulté, qu'on a traité de sénile. Alors c'est vrai qu'il n'était pas chanteur, c'est vrai qu'il n'était pas comédien. Eh bien, il a consacré sa vie à la science, consacré sa vie au bien-être de ses concitoyens. Et son ambition, lui qui était virologue, comment peut-on qualifier quelqu'un de virologue d'antivax? Il faut être con. Il s'est toujours battu pour la sécurité des vaccins, ce qui n'a rien à voir. Mais le discours a été complètement détourné de son sens. Et ça, c'était un de ses combats. Ensuite, un de ses combats, c'était ce qu'on faisait avec lui au sein de Chronimed, dont je suis le président, c'est de travailler sur les maladies chroniques, le rôle des infections froides, latentes, dans ces maladies chroniques, la détection des micro-organismes qui peuvent être notamment par des systèmes de fréquences. Et l'ambition de M. Montagnier, c'était d'arriver, et j'espère qu'on arrivera à ces fins, c'est autant on peut détecter ces micro-organismes par des fréquences, autant on doit pouvoir aussi les traiter par des fréquences et des basses fréquences. Et c'était son objectif. Malheureusement, il ne le mènera pas à terme. C'est notre rôle d'essayer de le faire. Donc on essaye de s'entourer des gens les plus prestigieux dans ce domaine et qui ont donné leur accord pour travailler dans ce sens. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Je voulais simplement rendre hommage à cette... c'est très bien, parce que c'est l'occasion. J'ai eu la chance de le croiser, de le partager ses recherches depuis 2009. J'avais travaillé avant avec Jacques Benveniste. C'était du même acabit. Hein. Et donc voilà. Donc, ce qui est terrible, ce qui est même insupportable, c'est de voir qu'un des plus grands scientifiques que la France ait connu ces dernières décennies n'a même pas eu le droit à un hommage de l'État.
Eh bien, on est content de lui rendre hommage ce soir. Avant de passer la parole au public, qui doit être impatient, peut-être une petite synthèse de ce qu'on a entendu aujourd'hui, et puis après vous pourrez interviewer qui vous voulez. Eh bien, le docteur Vélo nous a parlé ce matin des perturbateurs endocriniens. Je dois dire que j'ai oscillé entre angoisse et culpabilité, en me disant on est cerné de partout. Je culpabilise d'avoir mis, il y a 30 ans, le biberon de mon enfant dans un four à micro-ondes. Il y avait beaucoup d'ignorance là derrière, mais ce qu'on a vu ensuite, c'est que la messe n'était pas dite par le travail sur le microbiote, en se souvenant de ce que disait Hippocrate, que la nourriture soit votre premier médicament. Moi, mon médecin qui était à Liège m'avait dit de façon plus trash, n'oublie jamais que tu creuses ta tombe avec tes dents. Humour liégeois probablement. On voit qu'il y a des solutions pour répondre à cet effet épigénétique. Et puis, on a eu effectivement l'activité physique. Moi, j'ai retenu dans l'activité physique, on sait qu'elle est bonne. La dose est déterminante, mais aussi le cadre dans lequel on le fait. Il vaut bien mieux aller faire des bains de forêt que de courir sur un terrain synthétique, très clairement. Pour ensuite nous parler peut-être de psycho-immuno-endocrinologie, ce que tu as très bien évoqué, mais ce qui était latent dans ce que Nathalie nous parlait, la puissance de l'esprit. Ça m'a fait penser à un propos d'un médecin tibétain qui s'appelle Tulku Thondup, qui a écrit un livre, L'infini pouvoir de guérison de la pensée. Il dit il y a 4 façons de se soigner. L'allopathie, ayez recours quand le mal est là. La nature, tout ce qu'elle vous apporte, à commencer par la nutrition. Ensuite, l'énergie. Et le moins consulté, le plus puissant, c'est la conscience. La projection, et ça, Nathalie l'a très bien expliqué. Et puis cet après-midi, on a élargi le débat avec 2 personnes qui incarnent la cohérence, l'engagement, le courage par rapport au contexte actuel et qui, de mon point de vue, constituent des phares et des étendards dans cette période incertaine. Pascal a très bien redéfini ce qu'était l'immunité, ce que devait être la santé. Et puis, nous avons eu Louis qui nous a rappelé que l'esprit précède la matière et que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Voilà une rapide synthèse. La parole est à vous. Si vous voulez interviewer l'une ou l'autre personne, avoir peut-être plus d'éclairage, je ne sais pas. La première question, toujours la plus compliquée. Non, elle sera simple, ma question. Je voudrais savoir, elle est double. Je voudrais savoir ce que les orateurs pensent de la déclaration que la vitamine D serait un perturbateur endocrinien. Et deuxièmement, est-il vrai que la vitamine D provoque l'activation d'autant plus de gènes que le taux sanguin est élevé? Merci. Donc, la vitamine D, peut-être d'abord, ce n'est pas une vitamine parce que nous sommes capables de la produire nous-mêmes. Normalement, une vitamine est une substance qu'on ne sait pas produire nous-mêmes. La vitamine D peut être considérée comme une hormone immunorégulatrice. En fait, vous devez savoir que dans le contexte des découvertes de molécules importantes pour la santé, on se bloque souvent aux circonstances dans lesquelles on les a découvertes. Par exemple, la vitamine D a pris son essor lorsqu'on l'a associée au rachitisme et puis à l'ostéoporose. Et donc, on s'est concentré uniquement sur le rôle de la vitamine D dans le métabolisme osseux et phosphocalcique. Vous devez savoir que le récepteur de la vitamine D, qui, comme l'a expliqué M. Vélo, est un récepteur nucléaire, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la cellule attendant la vitamine D, existe depuis bien plus longtemps, plusieurs millions d'années, avant que n'apparaisse le squelette. Son premier rôle était métabolique, puis il était immunitaire, et en fait, on peut considérer que la vitamine D est une hormone anti-inflammatoire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle met notre système de défense, comme l'a dit Pascal, dans un système de tolérance. Parce qu'un système immunitaire, il n'est pas là pour faire la guerre tout le temps, il est là pour faire la guerre quand c'est nécessaire. À un moment donné, il faut arrêter la guerre. La guerre est un mal nécessaire parfois, mais il faut pouvoir l'arrêter. Si on est en guerre tout le temps, on finit par mourir. Donc la vitamine D, en fait, son rôle
phosphocalcique a été établie à une certaine dose, qui est la dose où on commence à voir que le système n'absorbe pas assez de calcium, notre corps, et va le chercher dans les os. Parce que le premier rôle du squelette, c'est d'être une réserve de calcium, parce que le calcium est essentiel à la vie. En fait, on sait qu'il y a environ 3000 gènes qui vont répondre à la vitamine D. Certains sont encore à découvrir. Donc la vitamine D a un effet pléiotropique. Elle touche tous les systèmes, l'immunité. Mais son premier rôle, c'est métabolique. Et la carence en vitamine D est associée à un risque de diabète, un risque d'obésité, etc. Et je me rappelle d'une interview du docteur Perron, dont je suis fan pour son courage, qui disait qu'ils avaient essayé de publier un article qui avait démontré que si chaque individu avait 50 nanogrammes par millilitre de vitamine D, alors que le taux considéré optimal est de 30, eh bien, il y aurait une diminution de plus de 50% des maladies chroniques. Et son article n'a jamais pu être publié parce que vous imaginez, 50% en moins de revenus pour le Big Pharma, c'est intolérable parce qu'on est dans un système où la maladie est un business. J'imagine que vous en êtes rendu compte. Donc la vitamine D n'est certainement pas un perturbateur endocrinien, mais à haute dose, éventuellement, on peut avoir, si vous mangez beaucoup de calcium, une hypercalcémie qui, très rarement, va donner des calcifications extra-osseuses. Mais il faut vraiment y aller grave, hein, il faut vraiment se suicider à la vitamine D, quoi. Donc, voilà. Mais on n'a jamais noté un suicide à la vitamine D, ça n'a pas été noté encore dans les annales. Voilà. Donc n'ayez pas peur. En plus, la vitamine D, vous devez savoir, fonctionne avec la vitamine A. Elle a besoin de fer pour être bioactivée. Et la plupart des personnes qui prennent la vitamine D, cette vitamine D va directement dans la cuve du WC parce que cette vitamine D, elle est absorbée avec des lipides pour autant qu'on ait un système qui digère les lipides, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment de bile. Comme la plupart, dans ces périodes troublées, la plupart des personnes se font de la bile. La vitamine D, elle va directement dans les égouts. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Voilà, je n'aurais pas mieux dit. Merci, professeur. Moi, j'ai une question, je ne sais pas qui l'a posée, mais est-ce qu'il y a des études scientifiques sur la génétique ou l'épigénétique qui ont été faites concernant les embryons qui ont été créés par procréation médicalement assistée et qui sont ensuite congelés? Je ne sais pas qui est capable de répondre à cette question technique. Vous pouvez répéter? Sur la PMA, les embryons... Levez le bras, oui. Donc, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites sur la génétique et l'épigénétique, sur les embryons qui ont été créés par procréation médicalement assistée et ces embryons qui sont congelés, quoi? Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Non, alors, c'est bon. À ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques qui ont été faites là-dessus. Maintenant, c'est tout le problème, et ça fait partie des grandes discussions auprès du comité d'éthique à chaque fois, sur le droit à utiliser ces embryons congelés qui ont été obtenus lors de fécondation in vitro. Donc il y en a un qui est sélectionné ou deux, et puis les autres sont congelés. Et il y a donc beaucoup de chercheurs qui aimeraient bien pouvoir travailler aisément sur ces embryons congelés. Et il y a aussi beaucoup de chercheurs qui voudraient faire des manipulations génétiques sur ces embryons congelés. Et donc, il y a une sorte de protection pour le moment qui fait que toutes ces recherches ne peuvent pas avoir lieu. Il y a eu en Chine des modifications génétiques qui ont été faites sur des embryons congelés, sur des petites jumelles dont le papa était atteint du sida, pour protéger les petites filles du sida. C'est quelque chose qui a été fait dans la plus grande illégalité. Les chercheurs en question sont en prison aujourd'hui, parce qu'effectivement c'est extrêmement facile, avec les nouvelles techniques de manipulation génétique dont on dispose aujourd'hui, de manipuler des embryons. Et donc voilà, donc d'un côté il y a la possibilité avec ces embryons, c'est un outil de recherche éventuellement pour répondre à un certain nombre de questions telles que celles que vous posez. De l'autre côté, c'est la porte ouverte à des manipulations dont on ne maîtrise absolument rien et qui posent de graves questions éthiques. Voilà, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'un des papas, le papa du bébé éprouvette français, du premier bébé éprouvette français, Amandine, qui s'appelle Jacques Testard, qui a aujourd'hui 83 ans, je crois, qui est un très proche ami. Jacques Testard a décidé d'abandonner ses projets sur la PMA
parce qu'il sentait venir donc, la question du tri d'embryons et la question de la manipulation des embryons. Voilà. Et donc lui, il a tout laissé tomber. Friedman a continué de son côté. Testa a tout arrêté. Donc, parce qu'effectivement, voilà, c'est toujours l'ambiguïté entre qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan de la recherche fondamentale et des connaissances et qu'est-ce qu'on pourrait en faire avec des chercheurs un peu fous qui rêvent de jouer au petit créateur et qui pourraient manipuler ces embryons. Merci. Je peux peut-être ajouter un petit complément sur la question des outils. Vous me corrigerez ou vous affinerez selon vos connaissances, mais il y a cette tentation de faire une sorte de cartographie des patients pour savoir précisément, lui, à quoi il est sensible. Alors on peut demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu as déjà vomi en prenant du tramadol? Est-ce que tu as déjà eu un ulcère en prenant du profénide? Est-ce que tu as déjà... Ok, ça c'est une sorte de cartographie anamnestique sur l'histoire du patient. Et nous tous, nous avons des histoires avec les médicaments ou avec certaines maladies où on n'est pas aussi sensible que notre voisin ou quelqu'un d'autre. On sait, on se connaît. Mais il y a eu la tentation aussi de faire ce qu'on appelle de la pharmacogénomique. C'est-à-dire de savoir, mais est-ce que je peux cartographier votre génome pour savoir à quoi vous êtes sensible naturellement? Parce que je sais que chez vous, le paracétamol, ça va être super. Mais que le profénide, ça va être très mauvais. Vous ferez toujours un ulcère. Et plus loin, de faire une cartographie génomique des tumeurs. De savoir que tel ou tel cancer va être sensible à telle ou telle chimiothérapie, ou telle hormonothérapie, ou telle immunothérapie. Et donc il y a des marqueurs épigénétiques, une cartographie épigénétique qui existe, qui sont autour de ces micro-RNA dont tu as parlé, etc. Mais il y a aussi d'autres outils, j'imagine, qui permettent de screener soit une tumeur, soit un patient sur quelles sont ses susceptibilités épigénétiques, son pattern épigénétique, je ne sais pas comment on l'appellerait, non ? Je pense que mademoiselle aussi voulait savoir si un enfant né de PMA portait des traces épigénétiques dues à la manipulation, comme il n'a pas... Oui, c'est ça. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça change pour cet enfant? On ne connaît pas l'impact, mais avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on peut supputer qu'il pourrait y avoir un impact, puisque le fait d'être dans un système médicalisé, techniquement assisté de reproduction, met un côté artificiel qui crée un stress. Et donc, probablement, on appelle d'ailleurs, moi je suis gynécologue obstétricien, ces grossesses, on les appelait des grossesses précieuses. Il y avait une intention, et je pense que le stress, pendant toute la grossesse, pendant les périodes, est-ce que l'embryon va s'accrocher ou pas, peut avoir un contexte d'hypercortisolémie qui pourrait avoir un impact. Mais ça n'a pas été étudié, parce que ça pourrait culpabiliser les parents qui vont vers cette solution-là, qui ont déjà cette souffrance d'avoir des problèmes d'infertilité. Et donc, je pense que... comme on a vu, ces anomalies épigénétiques sont réversibles et donc je pense que l'amour que donneront les parents pourrait éventuellement compenser après, dans ces 1000 premiers jours de la vie, d'éventuelles lésions qui auraient été liées au stress de cet acte technique pour contourner une difficulté de fertilité naturelle. Mais on ne sait pas vraiment, ça n'a pas été étudié. Merci beaucoup. Prenez le micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est derrière. Non. Docteur Sacré, vous avez parlé de médecine intégrative en évoquant différentes médecines, notamment énergétiques. En Inde, l'État subsidie tout aussi bien la médecine ayurvédique que l'allopathie, l'homéopathie, etc. Sans connaître l'épigénétisme, les homéopathes, déjà depuis plus d'un siècle, donnent au fœtus des ISO de toutes les grandes maladies qui ont traversé l'humanité, à savoir la syphilis, la malaria, la gonorrhée, les parasitoses, etc. Alors, comment voyez-vous, vous, le futur? Est-ce que ces médecines sont proches ou c'est encore un doux rêve? Je pense que si on est là ici, c'est aussi parce qu'on peut espérer que des choses changent. Maintenant, c'est certain qu'il y a une opposition par rapport à ça. Maintenant, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans beaucoup de ce qu'on a dit, ce sont des choses effectivement, et Louis l'a rappelé, connues depuis longtemps. En fait, on a l'impression d'avoir un savoir qui est connu, qui est encore pratiqué dans certains endroits du monde, et c'est en rapport aussi effectivement à la culture,
à toute série au passé de ces pays. On oppose souvent la médecine orientale et la médecine occidentale au niveau de sa culture, je pense. Donc, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose qui revient de toute façon à la charge, qui revient vraiment dans notre présent. Et donc, ce qui se passe ici, c'est... Bon, ça n'arrange pas cette médecine-là qui rend finalement la responsabilité de sa santé aux gens, finalement de refaire un système basé sur la santé et plus sur la maladie. Donc, effectivement, quand on regarde l'Occident, en tout cas, bien qu'il y a probablement des zones d'Occident qui sont pas, quand on oppose comme ça Occident et Orient, je pense que d'ailleurs c'est un petit peu caricatural, mais globalement en Occident, il faut traverser une opposition au travers de cette corruption, de tous ces systèmes, parce que même si on comprend que bien la solution du médicament, de toutes ces choses, on a quand même un système où énormément de gens, parce que là je ne parle pas que de Big Pharma, ou de toutes ces firmes pharmaceutiques, monsieur et madame tout le monde, tous les métiers qui vivent de ça, c'est une véritable transformation à ce niveau-là également de toute une série de personnes qui doivent... une autre façon de faire, de gagner leur vie aussi quand même, en faisant une autre médecine, mais qui ne vivent plus de la maladie, mais de la santé. Je crois que ça ne va pas se faire en un jour, enfin ça pourrait si... Mais ça, c'est peut-être un peu le doux rêve quand même. Néanmoins, ça dépend de nous. Moi, je reviens aussi avec cette idée, peut-être qui est doux dingue, mais et là-dedans, certaines personnes, dont moi peut-être, on est des exemples, que on pourrait, je pense, transformer cela assez vite. Maintenant, ça dépend de tout le monde. Là. Mais c'est vrai que cette réflexion de dire, ok, ça ne va pas, ça ne marche pas, et... on a compris, il y a beaucoup de corruption, il y a des gens vraiment mal intentionnés, mais c'est oublier quand même tout le reste du système qui vit de ça, de l'infirmière, enfin tout le système est basé sur la maladie dans nos pays pour le moment. Ceci dit, attention qu'en Chine ou en Orient, je pense que la Chine de maintenant, on parle de la médecine chinoise dans son esprit, et c'est traité, ce qu'elle nous a amené, elle nous a apporté, mais est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a vraiment une médecine orientale, enfin au jour d'aujourd'hui en Chine, je ne sais pas très bien, il y a probablement encore la priorité donnée aux plantes. Moi j'avais lu quand même pas mal par rapport à la maladie qu'on ne peut pas nommer aujourd'hui, ils ont quand même utilisé pas mal l'artémisine, etc. dans leurs études, etc. Mais bon, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas soumis quand même à la même corruption pharmaceutique, etc. Ça je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi j'y crois, sinon je ne serais pas là, ça c'est certain. Je veux croire, mais ça c'est mon opinion, on pourrait transformer ça assez vite, mais ça dépend de nous tous. Maintenant, on est assez convaincus ici aujourd'hui, donc il faut voir ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur de cet amphithéâtre. On pourrait, et ça c'est mon choix d'y croire, mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est juste se réveiller et de se dire je vais vraiment changer ma vision de la médecine. Il y a tout un système en même temps en attendant qui vit de ça. Je peux peut-être juste donner un contrepoint à ce que tu dis. C'est qu'à l'intérieur du monstre et de ces blocages socio-systémiques, de Big Pharma qui contrôle l'évolution du monde, ainsi que Big Data maintenant, parce que pas seulement Big Pharma, mais c'est aussi toute l'économie de la data, il y a de très nombreuses choses qui se passent. L'ethnomédecine tibétaine a été reconnue par le gouvernement indien au cours de l'épidémie de Covid. Elle a été inscrite comme une des médecines potentielles. L'ivermectine ou le repositionnement moléculaire d'un certain nombre de molécules a été effectué dans un très grand nombre de pays du monde. Donc notre point de vue ethnocentré occidental nous aveugle à une partie du monde. Le transfert de souveraineté qui est en train d'être acté par une guerre actuellement pour le marquer de manière historique entre l'Occident décadent et les BRICS émergents est en train de se passer. C'est-à-dire que culturellement il va se passer des choses. Parce qu'il y a encore, effectivement, la médecine chinoise en Chine, malgré tout, et puis surtout, elle s'est répandue partout par la diaspora chinoise, et elle est en train d'arriver. Tous les pays dans la merde économiquement ont utilisé des médecines complémentaires ou des ethnomédecines. Or, qu'est-ce qui est en train de nous arriver économiquement ? Il y a des chances que rapidement, on ait besoin de ces médecines-là. Je fais un tour dans des collectifs il y a quelques semaines,
La thématique, c'était éco-construction, permaculture, récolte de plantes sauvages et médicinales, avec des herboristes, des pharmaciens et des médecins. En France, il y a officiellement 15 000 soignants suspendus. En vrai, il y en a probablement 150 000 ou quelque chose comme ça. Ils ne veulent pas retourner dans le système. Quand bien même ça s'arrête, la suspension. À commencer par moi. Je ne retournerai pas dans ce système de merde qui est en train de s'effondrer. Et ils sont en train de créer d'autres systèmes de soins et de la médecine intégrative. De partout émergent des collectifs qui sont en train de mettre ensemble des homéopathes, des naturopathes, des acupuncteurs, des médecins généralistes, des chirurgiens cardiaques, des réanimateurs. C'est en train d'arriver, c'est en train de se passer. Et c'était déjà en train de se passer. Si je retourne dans l'Institut de cancérologie où j'ai travaillé pendant 2 ans, pour aller au bloc opératoire, aujourd'hui, les patients, ils n'arrivent pas avec une mauvaise blouse ouverte sur le cul, comme on a à l'hôpital, vous savez. Ils ont un pyjama, ils sont dignes. Ils sont debout. C'est le patient 3D, on dit. Digne, c'est pas Doliprane, dodo, décès, vous savez, non. C'est digne, debout et détendu. Le brancardier discute avec eux. Ils arrivent au bloc opératoire, il y a de l'aromathérapie. Parce qu'il y a tout plein d'aides-soignants et d'infirmiers qui ont fait des DU d'aromathérapie. Et donc, ça sent bon l'huile essentielle de lavande, peut-être. Enfin, avant qu'elle soit interdite, vous savez, par la Commission européenne et Big Pharma. Ça existait. Il y avait des paysages, parce qu'il y en avait qui avaient fait des DU de telle thérapie qui sait que, si on met des belles images, les gens sont plus détendus. C'est en train d'arriver. Et aujourd'hui, les infirmières, les aides-soignants du bloc opératoire, qui est le lieu le plus technique à l'hôpital, le plus déshumanisé de tous, normalement, c'est la chaîne de montage. Mais les infirmières et les aides-soignantes, et même les médecins, ils ne veulent pas faire des DU qualité, des diplômes universitaires, j'entends, des DU qualité, des DU optimisation des soins, etc. Ils font des DU toucher détente, hypnose conversationnelle, Reiki, etc. Aromathérapie, acupuncture. C'est ça qui se passe, c'est en train d'arriver. L'avenir est donc à la médecine intégrative. Bonsoir. D'abord, je remercie l'organisation pour cette journée fabuleuse et je vous remercie tous d'être là parce que vous nous apportez énormément. Merci. La question que je voulais amener, c'était par rapport à la mémoire de l'eau. Et je voulais demander à ceux d'entre vous qui pourraient éventuellement y apporter une réponse, en quoi vous pourriez l'intégrer dans justement ces études d'épigénétique, puisqu'on sait à quel point c'est important, puisque nous sommes faits à 70 pour les Français, 70% d'eau, de liquide, et donc et que toutes les vibrations et nos pensées en fait sont des vibrations. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous pourriez nous donner un complément d'information par rapport justement à cet aspect qui est très important, je pense personnellement, sur notre bien-être à tous les niveaux. La mémoire de l'eau, c'est Jacques Benveniste. Il y en a qui ont été assassinés pour moins que ça, donc attention, on ne peut pas parler de ce sujet comme ça. Vous voulez en dire un mot ? Dire un mot sur la mémoire de l'eau, c'est tout un séminaire qu'il faudrait pour répondre à cette question. Mais c'est sûr que c'est un des aspects fondamentaux de cet aspect de l'eau structurée. Parce que c'est pareil, c'est les médias qui ont déformé totalement. Et je m'étais entretenu avec Jacques Benveniste en lui disant qu'il ne fallait pas se laisser entraîner par cette dénomination de mémoire de l'eau. Ça lui jouerait des mauvais tours. Et ça c'est malheureusement avéré réel. Les journalistes nous ont dit, c'est quoi la mémoire de l'eau ? Je suis sur un pont parisien, je jette une clé dans l'eau et je vais 3 ponts plus loin, je prends un petit peu d'eau, avec ce peu d'eau, je vais ouvrir une serrure. Mais il faut être journaliste et con pour dire des choses pareilles, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça la mémoire de l'eau. C'est l'eau qui est structurée. Ça n'a rien à voir avec l'eau qu'on boit. Ça n'a rien à voir avec l'eau de la mer, l'eau des fleuves. C'est l'eau qui est en nous, qui nous compose entièrement et qui vraisemblablement est un des phénomènes sur lesquels on doit pouvoir agir pour améliorer notre santé. Mais il y aurait tellement de choses à dire.
Ça, c'est un sujet, justement, qui Si pourrait moi- être... oui, tout à fait. c'est le Je sujet voudrais faire d'un séminaire. un commentaire. En fait, vous devez savoir, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Or, la plupart des académiciens et des spécialistes pensent qu'ils ont la vérité absolue. Et en fait, l'histoire de la médecine est faite sur le fait que certains ont eu des intuitions qui ont démontré leurs actions avant qu'on les comprenne. Mais aujourd'hui, l'homme est tellement arrogant qu'il imagine que s'il ne comprend pas quelque chose, que son cerveau, qui est quand même unité, ne comprend pas quelque chose, ça ne peut pas exister. Okay. Or, c'est tout à fait le contraire. On doit être humble et connaître notre histoire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comprendre quelque chose que c'est nécessairement faux. Okay. Vous savez, je disais, parce que j'avais vu un sketch de Jérémy Ferrari, qui est un très talentueux humoriste un peu syrinois, qui déblatérait l'homéopathie, et un ami professeur de chimie à Paris m'a envoyé en disant, tu vois, c'est vraiment ça, mais j'ai dit, tu sais, il y a 200 ans, on aurait pu faire le même sketch à propos de Simon Weiss, qui disait qu'il fallait absolument se laver les mains quand on passait dans la salle d'autopsie des femmes qui étaient mortes la nuit de fièvre puerpérale. Et vous devez savoir qu'à cette époque-là, les gynécologues allaient autopsier sans gants, bien sûr, les patientes, et puis aller en salle de travail et transporter. Mais on ne savait pas, on pensait que c'était des miasmes. Et Simon Weiss a été considéré comme un fou de dire qu'il fallait se laver les mains pour passer d'un endroit où il y avait du pu à un endroit pour aller. Et donc je pense que là vraiment ça montre que l'incompréhension ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et que ce problème de mémoire de l'eau est un problème qui mérite d'y mettre de l'énergie, des neurones pour essayer de comprendre. Mais on a probablement l'énergétique, tout ce qui est transmission électromagnétique, on a les démonstrations. On a montré, par exemple, que les téléphones GSM mis sur des cellules modifient les mitochondries dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, on ne sait pas comment, mais il y a des informations qui passent par l'eau. Okay. Et donc, on est assez limité dans notre capacité de se projeter d'un monde qu'on ne comprend pas. Et donc, soyons humbles, acceptons les choses que nous observons, pour autant qu'on ne donne pas un mécanisme qu'on ne comprend pas encore. C'est ça qui donne aux académiciens le bâton pour nous battre. C'est certains expliquent le mécanisme, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est là, c'est comme ça. Il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas, mais qui sont là et qui ont certainement un impact sur l'épigénétique. Mais on ne sait pas encore comment, mais c'est là. Alors, Docteur Vélo, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis 1000 fois d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je veux juste ajouter un petit complément sur le fait que la démarche scientifique a complètement changé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autrefois, on commençait par observer. C'est la première démarche du scientifique. C'est de regarder avec ses yeux, sentir avec son nez, écouter avec ses oreilles. C'est ça la démarche du scientifique. Je dis toujours à mes étudiants, quand vous sortez de l'amphi, si le sol est mouillé, eh ben, c'est un constat. Le sol est mouillé. Vous ne savez pas pourquoi, et mettez des hypothèses. Et commencez par la plus simple. C'est peut-être qu'il a plu. Et s'il n'a pas plu, peut-être que le tuyau d'arrosage a débordé, mais vous envisagerez le débordement de la rivière en dernier lieu, parce qu'elle est 150 mètres plus bas. Donc voilà. Et ça, on a complètement perdu ça dans la démarche scientifique. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'observation. On est dans le manque d'humilité totale avec la prétention de maîtriser le vivant. Et donc, on prétend tout connaître, tout maîtriser. Et quand on est incapable d'expliquer quelque chose, eh bien, on nous dit que ça n'existe pas. Par exemple, l'hérédité épigénétique, on ne comprend pas le mécanisme aujourd'hui. On le comprendra sans doute demain. Aujourd'hui, on ne le comprend pas. Et donc, j'ai plein de collègues qui disent « Mais c'est pas possible, l'hérédité épigénétique, parce qu'on ne comprend pas. » Vous imaginez un commissaire de police, un enquêteur qui arrive sur une scène de crime, et il ne comprend pas comment cette personne a pu être tuée, comment le crime a pu être commis. Ben c'est clair, c'est que le gars n'est pas mort. Voilà. C'est ça la démarche scientifique. Le temps court, on va prendre une dernière question. Ah. Oui, je voulais intervenir parce que moi j'avais cherché s'il y avait des études qui montraient l'effet de l'homéopathie et j'en ai trouvé. Et donc il était vraiment montré que ça modifie l'expression des gènes, et notamment sur des cellules en culture, donc c'était in vitro. Hein. Et donc on a testé vraiment sur toute une série de gènes, et donc certains qui induisaient l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est quoi? C'est la mort cellulaire programmée. Et certains remèdes homéopathiques, donc ils ont testé plein de dilutions, et à une dilution donnée, ça induisait l'apoptose. Donc il y a un effet sur l'expression des gènes, avec un certain nombre de gènes, puisqu'on sait que les gènes qui induisent l'apoptose, on peut dire que ce sont des supprimeurs de tumeurs, puisque
les cellules tumorales, elles sont immortelles. Donc si on induit la mort cellulaire, c'est que ça intervient vraiment dans la programmation. Et donc là, bon, il n'y a pas des études, il n'y en a pas énormément, mais j'avais cherché, et il y a des chercheurs qui étudient l'expression des gènes, donc l'épigénétique, sur des remèdes homéopathiques. Et c'est vraiment lié à des dilutions. Donc voilà, maintenant c'est difficile de le faire in vivo, hein, mais il y a des études qui existent. Oui, moi. Bonjour. Avant tout, je voudrais vraiment vous remercier parce que la présence de vous, c'est un espoir pour nous tous. C'est vraiment nous laisser penser à quelque chose de demain qui peut être encore meilleur. Et dans le jour de demain, la semaine passée, je lisais un article dans le New York Times médical américaine où on disait qu'il y avait des enfants qui naissaient avec une 3e hélice. Donc normalement, on a les 2 chaînes d'ADN et je me suis posé la question, et en Allemagne aussi, on a trouvé des enfants qui sont nés bons ou mauvais, on ne sait pas. Apparemment, ça pourrait donner un acquis de plus aux enfants. Il se pose la question si ces 3e hélices, ce serait suite à des mamans qui étaient vaccinées, injectées pendant la grossesse avec des autres substances. Est-ce que c'est ça qui saurait donner des altérations dans les naissances d'ici, de maintenant, dans les mois précédents? Moi, ça m'a interpellée. Je ne sais pas plus, mais peut-être que vous avez aussi entendu parler de cela. C'est un généticien, mais c'est des supputations. Non, malheureusement, je suis bien incapable de répondre à votre question. D'abord parce que je n'ai pas vu du tout les données en question. Et puis bon, le lien ne paraît pas forcément évident, mais là encore, c'est les faits qui comptent. Et si les faits existent, ben après qu'on ait l'explication ou qu'on ne l'ait pas, ça c'est une autre histoire. Mais moi, je n'ai pas d'éléments concrets à vous donner là-dessus, malheureusement. Donc je préfère vous le dire tout clairement plutôt que d'extrapoler sur des choses que je ne connais pas. Ben oui, voilà. Alors, les histoires des triples hélices, ça existe, hein, mais ce sont des choses très ponctuelles qui peuvent arriver très ponctuellement dans certains mécanismes de réparation de l'ADN, etc. Enfin bon, mais ce sont des choses transitoires qui existent dans la vraie vie. Maintenant, sous une forme pathologique comme vous le décrivez, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je suis désolé. Ok. C'est terminé, malheureusement, le temps court. Peut-être, si chacun d'entre vous voulait dire une dernière chose ou une invitation, quelque chose. Nathalie, on ne vous a pas beaucoup entendu. À l'issue de cette journée, un message, J'insiste sur le fait qu'on est vraiment les acteurs de notre santé. Et donc le pouvoir, il est en nous, de savoir que voilà, nos choix ont beaucoup plus d'importance sur notre santé que notre hérédité. Soyons tous les orchestres de notre santé. Voilà. Bien. Eh bien, merci à tout le monde, bonne soirée, et merci à toute l'équipe au sein des femmes. Je vous remercie beaucoup les orateurs pour ces journées exceptionnelles qui nous ont apporté, nous ont éclairés, nourris de façon extraordinaire. Et l'association C'est des femmes remercie aussi le public et tous ces bénévoles qui nous ont aidés pour que cette journée soit une réussite. Merci beaucoup. Et dans tout ça, c'est Nelly Chapelle, présidente de l'association, et Joël Bertrand, trésorier de l'association, qui ont porté ce colloque à bout de bras en croyant mordicus qu'il n'y aurait plus de Covid Safety Kit, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc merci à eux. Moi, je voulais juste dire une chose, c'était remercier tous les présents et la qualité de votre écoute. C'est suffisamment rare pour être souligné et je pense que vous pouvez vous applaudir. Ouais!
c'est grâce à vous que nous préparons le prochain colloque. C'est grâce à nos sponsors qu'on a pu faire ce colloque-ci. Donc merci à eux et c'est grâce à vous qu'on peut faire le prochain colloque. Oui, notre prochain colloque. Comme vous savez, la jeunesse a été fort impactée pendant ces 2 ans. Eh bien, notre prochain colloque sera dédié à la jeunesse. Sauver la jeunesse. Oui, sauver la jeunesse. Et moi, je voudrais encore faire un tout petit remerciement, et un remerciement qui, je crois, en vaut la peine. C'est un remerciement pour une personne qui est mais vraiment très discrète, mais qui est aussi très active. Il s'agit de la personne qui a fondé l'association, notre association, en 2009 déjà. Il s'agit du docteur Odile Corman, pour laquelle je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Alors, puisqu'on est dans l'historie, tout ceci est quand même sous l'impulsion du docteur Bérangère Arnel, gynécologue homéopathe de Bordeaux, qui a commencé le mouvement par Au sein des femmes France et qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Alors, j'en profite pour rassurer le docteur Fouché et le docteur Sacré en vous assurant, sortez des hôpitaux. Dans la salle ici, il y a au moins un tiers de soignants qui travaillent en médecine intégrative, qui sont là et qui ont un discours commun avec des personnes simplement qui sont attachées à leur santé. Et ils sont là. Voilà, donc merci à vous de nous suivre. Alors voilà, pour Joël, qui est finalement la cheville ouvrière de notre colloque et qui a beaucoup passé de temps pour les inscriptions. Ils ont été extraordinaires de générosité et de temps passé pour la réussite de ce colloque. Merci à tous et à très bientôt.